Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, très intime et surtout profondément humain. On va explorer une idée qui pourrait carrément transformer notre vision des relations amoureuses. L'idée en fait, c'est que ce qui se passe dans la chambre à coucher est le reflet exact, le miroir profond de ce qui se vit dans le salon. C'est fou quand on y pense, non? La sexualité révèle nos zones d'ombre, nos forces, mais aussi toutes nos fragilités dans notre lien aux autres. Alors posons-nous cette question pour bousculer un peu nos idées reçues. Et si la sexualité n'était au fond qu'un langage? Faisons l'exercice d'oublier l'acte purement physique 2 secondes. Si on regarde ça sous cet angle, chaque geste, chaque rapprochement ou à l'inverse, chaque distance devient un mot dans une conversation totalement silencieuse. En clair, le corps prend tout simplement le relais quand la parole est empêchée ou bloquée. Bon, entrons dans le vif du sujet avec cette citation remarquable tirée de nos sources. Elle pose parfaitement notre thèse centrale. Écoutez bien. La sexualité est un espace où se rejouent les dynamiques profondes du couple, attachement, pouvoir, vulnérabilité, identité, tabou. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'acte intime est toujours chargé d'enjeux invisibles. Il n'est littéralement jamais isolé. Il parle, il raconte l'histoire du couple, précisément là où les mots font parfois défaut. Pour bien structurer cette analyse et ne rien rater, on va avancer en 6 étapes très claires. On commencera par le langage caché du désir, puis on décodera les dynamiques de pouvoir. Ensuite, on verra la transgression comme moteur, ce qui se passe quand le corps devient un symptôme, comment échapper au piège de la performance, et enfin, l'érotisme de la vraie rencontre. Allez, c'est parti pour l'exploration. Première étape donc, le langage caché du désir, ou comment aller bien au-delà de la simple sensation physique. En analysant les témoignages dans nos sources, c'est super frappant de constater que l'excitation au final provient rarement du simple toucher. Le corps n'est que la surface. Ce qui allume vraiment l'étincelle, c'est ce que l'acte représente dans l'esprit. Et là, on observe 3 grands moteurs symboliques. D'abord, la sexualité vécue comme une preuve absolue de confiance, un véritable cadeau où le partenaire baisse complètement sa garde. C'est un rituel de reconnaissance très fort. Ensuite, il y a la notion de jeu complice, un espace sans enjeu lourd. Et enfin, l'abolition d'une résistance symbolique. C'est cet imaginaire de conquête où l'on franchit une frontière pour accéder à quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et tout ça, ça illustre brillamment un concept psychologique fondamental, l'altérité. Le vrai désir ne cherche pas un clone ou une extension de soi-même, pas du tout. L'altérité, c'est reconnaître et célébrer la différence profonde de l'autre. Le désir a un besoin absolument vital de cette distance pour respirer. S'il y a trop de fusion, s'il n'y a plus du tout de frontière entre 2 personnes, eh bien le désir s'étouffe. Tout simplement parce qu'il n'a plus rien à franchir, plus rien à découvrir. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les dynamiques du pouvoir symbolique et les négociations invisibles de la chambre à coucher. Bon, le mot pouvoir peut faire un peu peur dans ce contexte, c'est vrai. Mais attention, on ne parle absolument pas ici de domination toxique ou d'écrasement. Dans la sphère intime, le pouvoir est surtout une question de vulnérabilité partagée et de négociation. Il y a un pouvoir de base très puissant, le pouvoir de l'accès. Celui qui désire se met inévitablement en position de vulnérabilité. En s'exposant, il donne à l'autre le pouvoir symbolique d'accepter, de refuser ou de différer l'accès à son corps. C'est vraiment cette danse délicate qui structure tout le jeu amoureux. Et c'est là qu'il y a une nuance absolument vitale à faire entre la saine conquête symbolique et la domination. La conquête symbolique, c'est une tension érotique positive. Les 2 personnes sont d'accord pour jouer avec cette résistance. C'est consenti et ça respecte totalement l'autonomie de l'autre. La domination, par contre, c'est un rapport de force délétère. C'est une captation qui écrase complètement le mystère et la liberté de l'autre. Comprendre cette frontière est crucial. Passons maintenant à notre 3e axe, la transgression comme moteur érotique ou la psychologie du tabou. Le désir humain, franchement, il s'épanouit rarement quand tout est lisse et disponible en permanence. Il se nourrit de ce qui lui résiste. C'est pour ça que les interdits ne bloquent pas l'érotisme. Au contraire, ils en sont le carburant. Cette transgression psychologique, elle active 3 ressorts hyper puissants. Le goût du risque, pour sortir de la routine, la quête de liberté, pour s'affranchir des règles du quotidien, et la confrontation à l'interdit. On ne parle pas de faire n'importe quoi, mais de dépasser sa propre pudeur ou de briser un tabou relationnel pour ouvrir une zone d'intimité inédite. Mais attention, nos sources sont catégoriques là-dessus. Pour que cette transgression soit un moteur et pas un désastre, elle doit reposer sur du béton. Elle doit être consentie, parlée, mutuelle et ultra respectueuse des limites. Sous ces conditions strictes, la transgression devient un magnifique marqueur relationnel. Ça crée un secret partagé, un privilège exclusif qui renforce le couple de façon spectaculaire. 4e étape, qu'est-ce qui se passe quand le cadre de sécurité explose et que le corps devient un symptôme? Quand la vraie communication est bloquée, la chambre à coucher se transforme direct en théâtre pour les conflits non résolus. Et là, le corps se met à parler très fort. C'est fascinant d'observer comment ça se matérialise, selon les dynamiques.
Dans un couple fusionnel, par exemple, trop de proximité tue l'altérité, ce qui entraîne souvent une perte totale de désir. Dans un couple évitant, l'intimité émotionnelle terrifie, donc le sexe devient super rare ou purement mécanique. Dans un couple conflictuel, le lit devient une arme, un terrain de punition. Seul le couple sécure, qui offre un espace stable pour accueillir les fragilités, arrive à garder une sexualité vraiment vivante. Et là, petit avertissement de la part des psys, attention à ce qu'ils appellent l'interprétation sauvage. C'est la fâcheuse tendance à tirer des conclusions simplistes. Par exemple, si quelqu'un évite une rencontre symbolique avec la féminité, ce serait une énorme erreur de conclure direct à une question d'orientation sexuelle. Les mécanismes de défense du cerveau humain sont tellement plus complexes et nuancés que ça, il faut rester prudent. 5e point, essayer un énorme morceau, échapper au piège de la performance sexuelle et comprendre le danger de la fragilité narcissique. Voyons comment tout ça s'articule concrètement, car c'est la racine de beaucoup de blocages. Ce besoin de performance, il vient d'où? De l'insécurité. L'insécurité crée l'évitement. L'intimité est vue comme une menace, alors on se protège derrière une exécution mécanique, parfaite mais froide. A l'inverse, dans un couple sécure, on n'a absolument rien à prouver. On accueille la vulnérabilité de l'autre et c'est précisément ça qui rend les moments intimes flexibles et épanouissants. C'est vraiment là que la fragilité narcissique fait des ravages. Quand on a besoin de réussir au lit pour valider sa propre valeur ou rassurer son petit ego, la sexualité change totalement de nature. L'autre n'est plus un partenaire de jeu, il devient un juge, un miroir pour s'évaluer. C'est comme si on transformait un moment de tendresse absolue en un examen du permis de conduire. C'est absurde quand on y pense. Cette pression détruit complètement le côté ludique et léger d'une intimité saine. On arrive à notre 6e et dernière étape, l'érotisme de la vraie rencontre, ou comment reconstruire le pont de l'intimité. Heureusement, il est tout à fait possible de sortir de cette impasse. L'objectif, c'est que la chambre cesse d'être un tribunal. Le cheminement est clair. D'abord, verbaliser ce que le corps exprime, remplacer les non-dits par des mots. Ensuite, et c'est indispensable, retirer cette fameuse pression de la performance. Ce n'est pas un examen. Et enfin, cultiver une sécurité émotionnelle en béton. C'est uniquement quand on sait que nos vulnérabilités seront accueillies avec bienveillance, sans être jugées, que l'érotisme peut vraiment renaître. Donc, le point crucial de tout ça, c'est la transition. Une sexualité saine, par définition, ce n'est pas une performance. C'est du jeu, de la discussion, de la négociation. Le but ultime, c'est vraiment d'abandonner cet espace d'évaluation, plein de stress et de lutte de pouvoir, pour enfin bâtir un véritable espace de rencontre. Un lieu incroyable où l'on célèbre sincèrement le lien unique entre deux singularités. Pour conclure ce décryptage, voici une réflexion profonde qui résume toute l'essence de nos sources. Le langage symbolique parlé dans l'intimité reflète-t-il la construction d'une forteresse, remplie de défenses et de murs infranchissables, ou bien s'agit-il d'un pont qui invite à une vraie et profonde rencontre de l'autre? Chacun a la réponse pour sa propre dynamique relationnelle. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.